Bonjour à tous, voici une quatrième vidéo qui va un petit peu compléter mes trois vidéos précédentes. C'est une vidéo où je donne quelques conseils de manière très modeste vraiment, hein. Je ne suis pas peut-être le mieux placé pour donner plein de conseils, mais au moins ce que j'ai pu apprendre dans quelques années en mode survivaliste. Ces conseils sont liés directement par rapport à mettre en place un campement. Voilà. C'est-à-dire, la nuit va tomber, 1h30, 2 heures à l'avance, on commence à voir où est-ce qu'on va camper, où est-ce qu'on va s'établir pendant la nuit. Donc, passons directement au sujet. La première chose, c'est sécuriser le campement. C'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas des trous cachés sous les herbes ou les feuilles mortes qui puissent nous tordre une cheville. Ça c'est très important car une cheville tordue, eh bien ça s'enflamme et on ne peut plus marcher ou on aura beaucoup de mal à le faire. Surtout si on est en forêt, dans une montagne, etc. où il y a plein de cailloux et la cheville travaille énormément. Alors je ne vous dis pas la douleur. Deuxièmement, vérifier qu'il n'y a pas des branches à hauteur de la tête qui puissent nous crever un œil. Effectivement, la nuit, quand on va sortir peut-être à minuit pour faire ses besoins, ça peut arriver, eh bien, si on n'a pas sécurisé notre chemin, où on a considéré serait notre toilette sommaire, eh bien, on risque de se crever un œil avec une branche. Et là, pareil, c'est très douloureux, c'est très désagréable et surtout très handicapant pour progresser le lendemain. Donc, vérifier qu'il n'y a pas vraiment de branches, de brindilles, des feuilles, etc. qui peuvent heurter nos yeux. Troisièmement, vérifier qu'il n'y a pas des nids de serpents, rongeurs, fourmis ou termites en dessous ou aux alentours. 1. D'ailleurs pour ne pas se faire mordre, piquer, etc. Mais 2. Aussi pour ne pas gêner leur existence, l'existence de ces créatures, à savoir qu'ils étaient avant nous. Donc c'est nous les locataires, on va dire. Donc on respecte au maximum leur habitat. Donc on ne vient pas les gêner. Même si on est en mode survie, certainement quand la nuit va tomber, on est dans une situation beaucoup plus calme. Donc on a le temps, quand même, avant que la nuit tombe, de pouvoir vérifier qu'il n'y a pas des créatures voilà, sous terre. Pareil, vérifier que sur les arbres, il n'y a pas de guêpes ou abeilles ou autres insectes dangereux. Voilà. Donc on s'éloigne et puis on cherche ailleurs. Et bien entendu, vérifier qu'il n'y a pas d'autres personnes à proximité. Sachez que si ce ne sont pas les secours, eh bien on n'a aucun intérêt à avoir contact avec d'autres personnes. Souvenez-vous, bas profil, restons discrets, etc. D'accord ? Bien. Car même le plus gentil des personnes, quand il doit nourrir ses enfants, quand il doit se nourrir lui-même, etc., quand ils sont en manque, eh bien, il peut devenir les pires prédateurs. Voilà. Donc, on n'est pas contre les besoins d'autres personnes, mais certainement nos ressources sont minimales, donc on les préserve pour les nôtres. Deuxième partie importante, le feu. Pareil, le feu est un outil qui peut s'avérer dangereux s'il n'est pas bien maîtrisé. Donc, personnellement, un des meilleurs types de feu, car il faut savoir, il y en a plein, hein. Il y a le type feu bûcher, pyramide, enterré, qu'on s'appelle... bon, il y a plein de types de feux. Personnellement, les feux que je préfère en tant que survie,
c'est le feu polynésien ou aussi le feu Dakota. Le polynésien, c'est simple, on fait un trou assez grand quand même, pas trop profond, mais voilà, et on fait le feu à l'intérieur. Alors c'est un feu vraiment assez enterré, hein. Et dessus, on met des grands feuilles des fois pour que la vapeur tourne et la chaleur tourne autour de la nourriture. Tout ça, c'est un feu pour cuisiner, hein, bien entendu. Le feu Dakota, c'est une variante, donc c'est un trou beaucoup plus petit, mais en fait, on fait deux trous. Un pour faire le feu en lui-même, et l'autre pour faire un accès d'aération. Donc on fait une sorte de petit tunnel entre les deux feux qui sont à une distance de 20-30 mètres, 30 cm pardon, grand max. Voilà. Et par-dessous, on fait un petit tunnel. Et donc, un des trous va alimenter en oxygène par l'intérieur l'autre trou qui, lui, il sera rempli de bois ou de matériel inflammable et où il y aura le feu. Alors, ce que j'aime de ces deux feux, c'est que justement, ils sont très discrets. On n'a même pas besoin de faire un écran. Ils sont vraiment très discrets car ils sont enterrés. Okay, et en plus, quand le feu est éteint, c'est fini, et qu'il reste peut-être un petit peu de braise, il suffit de remplir et donc de remettre la terre qu'on a enlevée à nouveau. Le point négatif, c'est que il faut d'un côté avoir une pelle, au moins, sinon ça va être un peu compliqué, et deux, qu'il n'y ait pas trop de pierres, de cailloux sous terre, voire même éviter des racines. Voilà. Il faut que ce soit une terre un peu tendre, qu'il soit facile à creuser. Voilà. Donc c'est les deux points un petit peu négatifs malheureusement pour faire ce type de feu. Mais côté sécurité, côté bas profil, discrétion, je trouve que c'est un des meilleurs. Pour faire un feu, quoi qu'il en soit le type de feu qu'on va faire, et ça c'est ce que je n'ai jamais vu, pratiquement jamais, dans des vidéos de bivouackers, bushcraft, survivalistes, etc., c'est que il faut nettoyer le terrain autour du feu, au moins 1,5 mètre, c'est-à-dire on doit enlever les feuilles mortes, les brindilles, les petites branches et tout autre possible élément inflammable. Il faut vraiment pratiquement toucher terre, voilà, ou vraiment des herbes très fraîches, très vertes, où le risque est pratiquement zéro d'incendie. Et faire du feu et autour de ce feu avoir des feuilles, etc., c'est un risque énormissime à provoquer des incendies. Pire si on laisse le feu toute la nuit et qu'on ne le surveille pas. Donc il suffit une étincelle qui pète un peu et qui va tomber à 30-50 cm en dehors du feu de camp. Et voilà que l'étincelle peut originer, peut créer un incendie. Donc éloigner toute matière inflammable de au moins 1,5 mètre. Voilà. Les feuilles, tout ça, il faut les nettoyer impérativement. On ne doit pas risquer. Bien entendu, sécuriser le feu en faisant un trou, une petite dépression, voilà, et en mettant des pierres tout autour. Ça, on le connaît, on le sait, même si on fait un feu de type pyramide, voilà, c'est ce que la plupart des gens y font, donc ils creusent un peu quand même, et ils vont mettre autour du foyer, du feu, des pierres pour sécuriser un peu justement le feu. Éventuellement, utiliser un écran naturel. Alors, comme je dis, on est en mode survie. Donc, on n'est pas en bushcraft, hein, en camping sauvage, non. Donc, on ne va pas faire des constructions, etc. Non. Si on trouve un rocher assez grand, assez important, voilà, ce sera ça notre écran. Si on trouve un tronc d'arbre assez conséquent, voilà, on prend une distance adéquate que on ne va pas nuire
l'arbre. On ne risque pas que l'arbre prenne trop de chaleur non plus. Un ou plusieurs groupes d'arbres aussi. Si on voit qu'il y a une dépression du terrain, genre toute petite falaise, voilà, peut-être d'un mètre d'auteur grand max, et bien tout ça, ça peut servir comme écran naturel. On ne va pas commencer à couper du bois et commencer à créer un écran, des choses comme ça, non. Pourquoi? Parce que ça va faire du bruit davantage. Les coups de couteau, de hache ou de machette vont s'entendre. Donc bref, voilà. Après, effectivement, on peut avoir une scie. Mais comme je dis, c'est s'exposer davantage à faire des travaux et à se faire opérer en plus. Donc non. Bien. Troisième chapitre. Comment éviter la visite d'autres animaux pendant la nuit? Alors, la plupart des gens, la nuit arrivée, ils ont peur de la visite de un renard, un sanglier ou autre petite bestiole, voilà, qui peuvent un peu nuire notre sommeil. Donc, pour éviter ça, il y a une astuce très simple, et plus d'un va rigoler, mais c'est de faire ses besoins tout autour du campement. Que ce soit pipi, hein, pisser, ou faire d'autres évacuations un peu plus lourdes, autour du campement à peu près au moins 10 mètres de distance. Donc on va faire un peu comme les chiens, hein, qui marquent des marques qui délimitent leur territoire. C'est pareil. Car cette activité-là est propre des grands mammifères, qui vont justement signaler leur zone de chasse, s'ils sont des carnivores, ou d'influence reproductrice, si ce sont des herbivores. Donc, ils vont justement signaler de cette façon leur territoire. Et bien, pareil, à chaque fois qu'on va faire un campement, si on veut éloigner ce genre d'animal, eh bien, il va falloir faire un peu ses besoins tout autour. Voilà. Alors, faire ses besoins dans la nature, ok, il n'y a pas trop de problème. Éventuellement, quand il s'agit des besoins solides, aller toujours avec une pelle pour l'enterrer, pour le couvrir. C'est quand même un peu dégueulasse de laisser ces aisselles comme ça dans la nature, quelqu'un marche dessus, c'est pas du tout agréable. Voilà, donc à la fin, les enterrer, ce serait très bien. Pour ce qui est l'urine, il n'y a pas de problème, est assimilé par la terre. Par contre, si on apporte avec nous du papier cul, des langettes humides, etc., apportez toujours un petit sac poubelle. Alors idéal sont les sacs poubelles pour, en fait, les sacs pour les crottes des chiens. On trouve ça partout en ville. Donc récupérez 5, 8, 10 petits sachets comme ça, tout petits. Et ce n'est pas pour mettre vos crottes, c'est pour mettre vos déchets qui ne sont pas assimilables par la nature. Donc tout ce qui est papier, tout ce qui est plastique, tout ce qui est langettes, etc. Ça, vous le mettez à l'intérieur, vous fermez, et après vous l'accrochez à votre sac à dos, voilà. Et quand vous arrivez à un endroit où il y a un peu un village, une ville, et vous voyez qu'il y a des poubelles, et ben vous le lancez là. Bien. Bien entendu, autre manière de garder une distance préventive par rapport à ces animaux, c'est maintenir allumé le feu pendant la nuit. En plus que la fumée va aussi éloigner les insectes volants, moustiques, guêpes ou autres insectes qui pourraient être la nuit un peu dangereux ou vraiment gênants. Finalement, purifier l'eau. Donc, récolter de l'eau d'une rivière, ruisseau ou étang, voilà, aller d'une gourde
et dans tissu fin comme passoire. Donc là, j'ai préparé un peu mon matériel. Donc voilà une gourde, ça peut être n'importe quel type de gourde, hein, peu importe. Et voilà, j'ai une écharpe avec un tissu très fin. Bon, ça, je l'avais montré dans ma deuxième vidéo, tenue en cas de survie. Voilà. Donc ça, je le mets ainsi et je plonge le tout sous l'eau. Donc déjà, les particules, les grosses particules, comme un peu la poussière, des petites feuilles, des insectes, des œufs des insectes, petits poissons, etc., etc., pardon, vont rester coincés ici. En plus, ça va aider à nettoyer davantage l'eau pour le faire filtrer. Après ça, vous pouvez utiliser, donc ça c'est mon petit filtre, donc c'est d'une marque chinoise, je ne connais pas la marque. Voilà. Donc je mets ici à l'intérieur le tuyau d'alimentation, que je le bloque comme ça, voilà, et normalement ça part pas. Et l'autre bout, je l'envoie, je le mets dans l'étang, la rivière, etc. Voilà. Je vous montre ici un peu comment je l'ai monté. Voilà. Donc les attaches Alice, de type Alice, vont bloquer le bouchon qui tient parfaitement bien le tuyau, comme ça il ne part pas. Et après il suffit de pomper. Voilà. Et l'eau va commencer à circuler et rentrer à l'intérieur, purifiée à 99,99% des toutes petites particules, etc., voire même des bactéries. Néanmoins, on n'est jamais trop confiant, et donc un peu plus de prudence n'est pas en trop. Donc ici, dans cette petite poche, j'ai, si je réussis à le sortir, voilà, des pastilles de micropure fortes. Voilà, là j'en ai 5, donc j'en mettrai une quand la gourde sera pleine. J'en mettrai une et je fermerai. Je vais secouer pour que ça commence à mélanger un peu. Et je vais attendre une trentaine de minutes minimum pour que les bactéries dans l'ensemble soient tuées. L'idéal, c'est de les laisser presque 2 heures pour que même les virus soient tués dans sa grande majorité. Donc, entre ça, les pastilles de micropure et le tissu filtrant, sorte de passoire, je pense qu'on peut avoir de l'eau vraiment très pure, très propre pour notre consommation. Ce qui n'empêche pas de le faire bouillir. Donc pour cela, j'ai un acier à l'intérieur, ça vous le savez, que je mets au feu et je peux faire bouillir l'eau et vraiment là être pratiquement à 100% sûr que l'eau soit vraiment très propre. Donc voilà ce que les conseils principaux. Maintenant, je vais passer à un autre sujet très important, la nourriture en cas de survie. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voici ce que je propose. Alors, pas besoin d'apporter tout, mais voici ce que je propose pour apporter à manger en cas de survie, pour tenir facile 5-6 jours, voire même une semaine entière. Voilà. Donc, la grande plupart des choses à manger n'ont pas besoin d'être cuisinées. Les uniques choses qui auront besoin d'une cuisson, c'est le café, faire bouillir de l'eau, et les soupes. Voilà. Ici j'ai 4 sachets de soupe. Voilà, tous différentes.
C'est les deux uniques types de nourriture où il va falloir faire bouillir de l'eau. Le reste, on peut le manger tel qu'il est. Bien. Pour ce qui est la nécessité de un peu de, pas congélation, mais fraîcheur, voilà, qu'il soit froid. Donc le saucisson, un peu quand même, et le fromage. Alors ça, je le mettrai sur des sachets des sacs de congélation comme celui-là. Ok. Bien. Il nous faut dans notre régime alimentaire un minimum de cru. Donc, je propose 3 pommes, c'est des pommes assez grandes quand même, voilà. Et 3 carottes, 3 ou 4 carottes, voilà. Les carottes et les pommes, ce sont des tubercules et fruits très costauds. Ils peuvent tenir dans le temps, ils peuvent résister des chocs, de la pression dessus, ils vont pas s'abîmer, ils vont pas se faner. Ce qui est très très intéressant. Comme vous voyez, ici, vous avez besoin uniquement pour pouvoir manger de 3 choses. Ça, un couteau pour couper le saucisson ou le fromage, et éventuellement des couverts basiques, surtout la cuillère pour la soupe. Le reste se mange voilà, directement. Alors, ici, je propose du fromage. Là, c'est du comment ça s'appelle, Emmental. Mais ça peut être n'importe quel autre fromage assez costaud quand même. Je ne dis pas de mettre par exemple un camembert, un caprice des dieux ou des choses comme ça, car ça va partir en purée pratiquement. Ça va pas tenir s'il fait un peu de chaleur. Et aussi qu'il soit très bas en taux de sel. Déjà le saucisson a pas mal de sel dedans. Les soupes ont du sel, les croûtons aussi. Donc le taux de sel on l'a. Éventuellement, ici j'ai un sachet où j'ai mis pas mal de condiments, donc du sel en sachet, de l'ail en poudre, herbes de Provence, cumin, bon bref voilà, quelques cubes de sucre aussi, voilà. Ça c'est uniquement si par exemple je réussis à pêcher un petit poisson, hein, bien entendu, que ce soit en rivière ou en mer, ben, ça va me permettre de le mariner un peu, voilà. J'ai aussi une petite bouteille d'huile d'olive, éventuellement. Voilà, pourquoi pas donner un petit goût additionnel à la nourriture. Autre chose, le saucisson, par exemple, prenez un saucisson de ce type-là, entier, sec. Ne prenez pas des saucissons ou salamés ou d'autres comme ça, d'autres trucs pareils, déjà pré-coupés, en tranchées. Ça va pas tenir, ça va pourrir rapidement. Là, si par exemple on commence à couper 2-3 tranchées et qu'on ne le mange pas jusqu'au lendemain, il suffit d'enlever juste un petit bout qui était un peu exposé, on va dire, à l'air, à l'oxygène, et qui a commencé certainement à se produire une oxydation. Donc ça, on le coupe, on l'enlève, et à l'intérieur, on peut continuer à manger, il n'y aura pas de souci. Donc toujours, si vous prenez un saucisson, entier, sec, comme ça. Donc on a parlé du fromage, pareil. Des barres de céréales, voilà. Ici j'en ai 3. À savoir que dans mon EDC, j'en ai encore 3 autres. Donc ça me fait 6. Donc un par jour, voilà. Pareil, ici j'ai du café. Moi j'aime bien le cappuccino, voilà, avec du sucre.
Là ici j'ai 3 doses et dans mon EDC j'ai encore 3 doses. Donc pour 6 jours. Ça c'est pour le petit matin. Bien. Pareil, les pommes, je peux manger une demi-pomme un jour et l'autre demi-pomme l'autre jour. Effectivement, ça va noircir car il y aura de l'oxydation, mais ça n'empêche pas que quand on va manger la deuxième partie, on peut enlever juste une petite couche, celle qui a noirci un peu, pour profiter du reste de la pomme. Donc voilà, 3 pommes, 3 carottes, pareil, très vitaminiques, avec du sucre à l'intérieur, pareil, du sucre et de l'eau, du liquide à l'intérieur. Après, nous avons des boîtes de sardines. Alors, ce qui est bien, c'est que ces petites boîtes de sardines, on consomme une par jour. Voilà. Donc, que ce soit au repas du midi ou du soir, on consomme une boîte par jour. Ça nous apporte des protéines, des calories aussi, comme le saucisson. Voilà. Et on n'a pas besoin de rien, ça s'ouvre automatiquement, la boîte, et il y a tout à l'intérieur, voilà. Bien. Du pain, qui se marie très bien avec les sardines, avec le fromage, avec le saucisson, même avec le café. Alors, ne prenez pas une baguette, des choses de ce genre. Pourquoi? Parce que les baguettes, les pains traditionnels, voilà, ne vont pas durer même pas 2 jours. Au bout de 24 heures, la baguette va être mou et au bout de 48 heures, elle va commencer à s'endurcir. Ça va pas être agréable du tout. Et voilà. Je vous suggère de prendre des pains dans ce style, complet, pain de mie, complet et avec des grains. Il est bourré de grains à l'intérieur. Des grains de sésame, de lin, etc. Donc c'est un pain très très bien fait, nutritionnellement parlant, car il y aura beaucoup de fibres à l'intérieur, ce qui va aider aussi au transit. D'accord? Bien. Pareil, ici je mis de la tapenade ou des confits d'olive. Donc ça peut durer toute une semaine, étant donné qu'on tartine légèrement le pain, et voilà, ça fait un accompagnement rapide, facile. Pareil, une autre option, des légumes pré-cuites, voilà, qu'on peut les manger toutes froides, et ils sont déjà pré-cuites, il n'y a rien à faire, donc vous pouvez en avoir des petites boîtes comme ça, 2 ou 3, c'est largement suffisant, d'accord? Et finalement, pour le soir, des soupes à 3 ou 4 portions, voilà, étant donné que c'est que pour moi tout seul, facile, je peux diviser les sachets de soupe en 2 ou 3 rations différentes. Voilà, ce qui va me faire cet ensemble de soupe largement pour une semaine. Avec pareil des crotons qui vont complémenter justement la soupe. Voilà. Comme vous voyez, on a besoin vraiment de presque rien, même si on ne réussit pas à avoir du feu, etc. On pourra toujours manger correctement. D'accord? Car même ça, même si ce n'est pas le top, on peut le boire froid. Voilà. Donc à plusieurs fois je l'ai bu froid. Ce n'est pas du tout désagréable, un peu avec du sucre, voilà. Mais bien évidemment, l'idéal c'est le prendre chaud le matin. L'unique chose qu'il faudrait, voilà, c'est pour les soupes, faire bouillir de l'eau. Mais on a, comme je vous dis, des options alternatives aux soupes. D'accord? Bien entendu, la soupe le soir, ça va aider à se chauffer davantage, à avoir vraiment un soutien nutritionnel en volume et en qualité assez important. Voilà, qui va être complémenté avec quelques crotons, voilà. Donc, sachez que un mode survie, il faut pouvoir manger tout en marchant. Si, souvenez-vous, question survie,
on dépend que de ce qu'on a avec nous. Voilà. Bien entendu, ça c'est une proposition globale. En survie, je n'apporterai pas tout, j'apporterai quelques-uns. Certainement ceci, 3 soupes de croûtons. Voilà, fromage, ça je laisserai peut-être, mais c'est aussi des propositions, ça aussi je laisserai, pareil, voilà. Voilà ce que moi, à mon avis, j'apporterai. Donc 3 soupes de 3 ou 4 rations, portions chacun, voilà, de quoi vraiment me suffire pendant une semaine largement. 2 sachets de coton, des doses de café, donc 6 en tout, saucisson, fromage, du pain, des pommes et un peu de saisonnement, on va dire, voilà, avec de l'huile d'olive, au cas où je réussis à pêcher ou à récolter des champignons ou autre chose qui aurait besoin d'une petite cuisson, un truc comme ça. Voilà pour la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aurait plu. Les conseils et un peu le conseil de nourriture. Voilà, il y a quand même de la nourriture assez équilibrée. Voilà. Après, certainement, vous aurez d'autres choix selon la saison. S'il fait trop froid, eh ben, on va privilégier plus peut-être des trucs un peu plus protéiniques. Voilà. Si on est plus en fraîcheur, donc en été, bah, peut-être on va laisser ça et on va préférer mettre ceci, voilà, avec un peu de légumes, j'en sais rien. Donc on peut s'adapter, d'accord? On peut s'adapter. Ça, c'est au choix de chacun. Bien entendu, vous aurez d'autres propositions. J'attends vos commentaires avec grand plaisir. D'ici là, je prépare, bien entendu, la vidéo de ma remorque de survie, celle qui va complémenter mon vélo. Eh bien, merci encore, je vous souhaite une bonne journée et j'espère à très bientôt. Au revoir.